Good afternoon, ladies and Bon- gentlemen. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, ou bonjour, dépendamment de là où vous êtes. Je suis Helen Daveshot, je suis la directrice exécutive de Access Info Europe. Donc, en vous parlant aujourd'hui, je peux vous dire clairement qu'il est très ensoleillé aujourd'hui à Madrid. Je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à cette session de 2021 pour l'Académie OGP qui est co-organisée par le partenariat pour un gouvernement ouvert et le Korean Development Institute School of Public Policy Management. D'abord, nous allons commencer par vous donner quelques annonces qui vont vous permettre de suivre cette session clairement. Ce ne sera pas très lent. Donnez-moi juste quelques minutes. Donc, je pense qu'il y a toujours des gens qui se joignent à nous. J'aimerais encore vous dire bienvenue à vous tous à cette session de 2021 pour ce partenariat avec l'Académie OGP. Nous, maintenant, comprenons clairement que nous avons tout le monde avec nous dans la salle. Nous avons aujourd'hui une interprétation simultanée qui est disponible vers l'espagnol, le français et le coréen pour cette session. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur l'icône globe en bas de votre écran pour sélectionner la langue souhaitée. Je pense que vous le savez déjà, vous avez d'ailleurs utilisé Zoom pendant la dernière année. Je pense que vous êtes assez confortable avec l'utilisation de cette option. Tout au long de la session, veuillez utiliser la fonction Zoom questions-réponses. Parce que nous avons plusieurs langues disponibles, j'aimerais vraiment demander à tout le monde de parler doucement et clairement. Nous avons le temps de le faire. Donc, nous n'avons pas besoin d'être rapides. Il est très important que ceux qui nous écoutent puissent comprendre le message clairement. Et surtout de capturer la richesse de ce débat que je pense que nous allons avoir cet après-midi. Donc, avant de vous introduire à nos panélistes aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore une fois bienvenue à tout le monde ici cet après-midi. Encore une fois, tous mes respects en tant que directrice exécutive de l'Access Info Europe. Je présente tous mes respects à tous les présents ici aujourd'hui, au comité de préparation qui était en charge de l'organisation de cette session. Donc, c'était très fantastique de représenter la société civile et c'est vraiment un plaisir pour moi de faire part de cette session aujourd'hui, surtout qu'il y a la participation du Korean Development Institute School et de l'OGP Academy. Et dans quelques, bien sûr, semaines, nous allons encore une fois co-organiser un autre sommet virtuel de l'OGP. Et ce sera la dernière semaine de travail pour nous. Et ce sera la semaine du 30 décembre. Je travaille aussi en tant que directrice de la corrélation, ou présidente plutôt de la corrélation ANCAC, qui est la Convention des Nations Unies en termes de coalition de la société et les travailleurs de la société civile qui œuvrent tous à mettre en place cette convention-là et à faire face à la corruption. J'aimerais mentionner aujourd'hui que c'est particulièrement pertinent avec ce que nous allons discuter cet après-midi qui est en rapport avec l'intégrité politique. Qu'entendons-nous par intégrité politique? Pourquoi est-elle pertinente? Nous voulons dire clairement que le pouvoir est exercé à travers des intérêts plutôt communs, plutôt que de soutenir et de garder des ressources actuelles. Donc, il est très important de comprendre qu'ici, que c'est une question d'exercice de pouvoir, que l'intégrité politique est utilisée dans l'allocation des ressources publiques et surtout dans comment dépenser ces ressources publiques. Ce sujet est très important pour la démocratie parce que ayant travaillé tout au long de ma carrière dans la compréhension de l'exercice du pouvoir, nous fait comprendre qu'il est
c'est important justement de comprendre l'intégrité politique ici parce que ça respecte les droits de l'homme. C'est particulièrement excitant de voir que à travers des données que nous avons actuellement et à travers des données qui sont connectées dans plus de 27 pays, dans ces pays principalement dans l'Union européenne, donc on parle de 21 pays, et quelques pays aussi qui nous proviennent directement de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Israël et du Canada, de l'Australie. Donc, je pense que nous avons une liste assez exhaustive de pays qui s'emparent de ceci et c'est une initiative vraiment très intéressante et très enrichissante parce que nous avons travaillé sur l'importance de plaidoyer des données vertes, mais nous n'avons jamais essayé de comprendre un peu de manière très profonde l'analyse et comment est-ce que ces données-là sont utilisées en pratique pour avancer en termes d'objectifs sociétals. Donc, je ne vais pas m'approfondir encore plus là-dessus, mais encore une fois, je vous rappelle que en tant qu'organisation basée en Europe qui promouvoit la transparence, l'accès à l'information, le fait d'avoir un ensemble de mesures où on ne peut pas, par exemple, avoir d'accès à l'information quand il s'agit de passation de marchés publics ou lobbying est une cause que nous portons tous et que nous essayons pour laquelle nous essayons d'être une ligue. Donc, c'est très enrichissant d'être justement dans le processus, dans la phase de collecte de données. Et nous allons essayer de parler de quelques tendances aujourd'hui. Je sais très bien que nous n'avons pas encore les résultats complets de ceci, mais depuis quelques années et depuis l'année dernière, et une fois que ces résultats-là seront publiquement ou seront publiés plutôt, donc, nous voulons justement utiliser ces résultats, nous voulons essayer de rencontrer les gouvernements respectifs, de leur parler de la gouvernance, de l'organisation de la gouvernance, l'organisation de la société, de débattre ce que nous avons besoin de faire, d'utiliser des processus pour justement faire, pour exploiter ces données qui ont déjà été collectées et surtout pour enrichir le débat sur ce qui va être fait. Donc, je suis très sûre aujourd'hui que j'entendrai la même chose de la part des collègues de l'OGP qui vont nous parler clairement du plan d'action gouvernemental et aussi comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble avec la société civile et comment est-ce que les priorités peuvent être mises en place pour un plan d'action bien approfondi. Donc, il est très important, c'est un moment très important de vous dire que vous êtes avec nous pour apprendre plus de cette initiative. Et comme vous le savez, nous sommes encore en phase de vérification. Donc, j'aimerais d'abord commencer par vous présenter nos 4 panélistes d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Silvana Omega, qui est directrice de recherche des politiques de l'ITA, ainsi que directrice du projet Globe Data Barometer. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de Tasmanie en Australie. Elle est également titulaire d'une maîtrise en politique de l'Université Victoria de Wellington, un diplôme en sciences politiques de l'Université de Buenos Aires en Argentine. Elle a été consultante pour plusieurs organisations internationales, gouvernementales et groupes de la société civile. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui, et je pense que je suis en train de vous présenter les panélistes en ordre, c'est Georges Valadares, qui est directeur en recherche et politique sur l'intégrité politique au secrétariat international de transparence et qui a travaillé sur un éventail de questions de réforme dans la démocratie, telles que le financement politique, les élections, les parlements, le dialogue politique, les médias et l'engagement civique depuis 1995. Il a été chef du programme mondial sur la participation politique à l'international IDEA. Il est chef de mission au Myanmar entre 2014 et 2016. Il est du programme du pays de Panama en 2019. Il est de retour au Pérou. Il est coordinateur maintenant de la réforme politique à l'AC Transparencia de 2002-2005. Il est membre aussi du secrétariat technique de l'accord national entre 2001 et 2002. Ses études de premier cycle à l'Université Católica del Pérou et des études de troisième cycle en administration publique à l'Institut d'études sociales à l'Université de
Nous avons aussi un troisième panéliste, Joseph Totti, qui est le directeur de recherche du partenariat pour un gouvernement ouvert. Il dirige actuellement l'équipe d'analytics et de SAS, qui est responsable des principales initiatives de recherche de la gestion des importantes de données d'OGP et de la garantie de la qualité d'analyse et de pertinence dans les publications d'OGP. Donc, nous avons une présence de partout qui nous prévient de plusieurs régions du monde. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez accès à l'interprétation simultanée en coréen, en français et en espagnol. N'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses de Zoom si vous voulez poser des questions et essayons de faire en sorte que ce soit très interactif et participatif aussi parmi nous tous. Donc, Sylvana, à vous, je suis très contente de pouvoir vous introduire à notre audience aujourd'hui et de vous donner la parole pour vous dire un peu plus de ce que représente le Global Data Barometer et de ce qui a été en termes d'expérimentation. Tout d'abord, merci beaucoup, Hélène. On va commencer avec la présentation. Je vais vous donner un petit aperçu sur moi-même. Donc, moi et Georges et Joseph aussi vont bien vous savez ce qu'ils vont dire. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que quand on parle d'intégrité politique, il est possible de comprendre que surtout que justement, on a des gens qui nous font de domaines différents et qui pourront voir ce sujet-là à partir de perspectives différentes. Donc, en termes de collecte de données plutôt, je pense que j'aimerais encore une fois être très reconnaissante envers mes collègues qui m'ont énormément aidé là-dessus. Donc, d'abord, je vais commencer par partager mon écran. J'aimerais vous dire que je fais de mon mieux pour parler doucement, mais il faut vous dire clairement qu'en tant que citoyen de l'Argentine, j'ai tendance à parler beaucoup plus rapidement. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous présenter un aperçu de ce que nous faisons actuellement. Avec le reste des panélistes, bien sûr. Encore une fois, ceci nous va avec la même idée dont nous avons parlé. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans cette initiative que nous entreprenons tous, nous sommes aujourd'hui présents avec vous pour vous expliquer un peu comment nous avons pu collecter les données avec le baromètre que nous utilisons principalement en Amérique latine et dans différents endroits et différentes places, dans plus de 100 pays. J'aimerais tout d'abord commencer par vous donner une explication sur comment ça a commencé au début. Tout d'abord, et je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître, c'était un voyage que nous avons organisé avant la pandémie du COVID-19 et nous étions très contents à ce moment-là et nous ne savions pas que nous serons confrontés à la pandémie du COVID-19. Donc, après environ une décennie de données ouvertes, cette année, nous lançons le baromètre final de données ouvertes et globales. Donc, comment est-ce qu'on fait ceci? Malgré le fait que les données publiques étaient beaucoup plus accessibles durant la dernière décennie, nous ne savons pas comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour justement aborder des problématiques sociales et surtout pour améliorer l'innovation. Et nous savons très bien qu'en sans utiliser le benchmark actuellement, on peut justement avoir un ensemble de points essentiels à aborder. Donc, tout d'abord, nous avons commencé par aborder ce sujet-là dans notre Global Data Barometer. Aujourd'hui, nous discutons plusieurs nous sommes en train de discuter de ce sujet avec plusieurs experts et plusieurs praticiens du domaine. Et je pense que c'est la même chose qui se passera pour le sommet de l'OGP qui aura lieu virtuellement le 30 décembre. En termes d'accessibilité, par exemple, nous parlons de la protection des données, la protection
de la vie privée, de l'intimité des gens et aussi la structure de gouvernance des données. Donc, dans tout ceci, nous comprenons clairement qu'il s'agit d'un ensemble d'initiatives qui sont très exclusifs et qui peuvent justement augmenter l'accessibilité à des données ouvertes. Cette complexité d'aujourd'hui a été reflétée de manière plus partielle. Donc, l'idée majeure aussi, c'est de comprendre ce que nous avons fait et comment est-ce qu'on peut gérer cette gouvernance de données ouvertes. Nous avons travaillé avec un centre de recherche et nous avons aussi une autre organisation qui nous donne le support essentiel pour cette initiative-là, qui est Nations Population Fund. Et nous avons aussi d'autres organismes qui nous fournissent le support et le soutien nécessaires pour les partenariats de gouvernement ouverts. Donc, je vais essayer d'aller encore plus en détail dans la structure de ce baromètre de données. Parfois, c'est assez difficile de changer les diapositives, mais permettez-moi de le faire tout de suite. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, en comparaison avec ce que nous avons fait avec le baromètre de données, c'est qu'on essaye de revoir un petit peu, pas seulement les données ouvertes, ce n'est pas la seule chose que nous faisons, mais nous essayons d'adopter une lentille thématique, ou plutôt une compréhension thématique de ce sujet. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est que nous n'essayons pas d'approcher ce topic-là, ce sujet-là, seulement à travers la donnée ouverte, mais on essaie de le faire avec de nouvelles manières, en essayant de chercher des partenariats thématiques avec des organismes divers qui vont nous permettre de développer des modules et justement de nous aider à bien organiser les données collectées. Donc, ceci a été organisé bien sûr avec un ensemble d'organismes tels que vous le voyez sur l'écran, incluant le Global Initiative Fiscal Transparency, le Land Portal, le Open Contracting Partnership, l'OGP, le Open Ownership et Transparency International. Donc, un autre point que j'aimerais mentionner aujourd'hui qui est très important, c'est que nous avons des données que nous avons collectées à travers différents hubs que nous avons mis en place dans le monde entier. Donc, nous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons ceci pas seulement en Europe, mais aussi nous l'avons au Canada, en Israël et dans d'autres pays de l'Europe, en Corée aussi. Donc, par exemple, en Corée, nous avons beaucoup de travail à faire. Et je suis très fière du travail qu'ils font parce que je sais très bien que ça prend énormément de temps de pouvoir travailler sur tous ces endroits. Nous avons aussi une autre ambition à faire. Nous avons des gens en Indonésie, en Afrique, en Amérique aussi. Nous sommes en train de travailler pas seulement avec ces pays, mais nous pensons que c'est très important d'avoir cette structure pour la propriété de la donnée parce que avec le savoir que nous avons du contexte et avec un ensemble de points que nous essayons d'aborder avec ces organismes-là, ces centres de recherche avec qui nous sommes en train de mettre en place une relation très solide. Donc, nous essayons de revoir un peu comment est-ce qu'on peut adopter une approche inclusive avec l'organisation et donc essayer de travailler pas seulement avec une seule langue, mais plutôt de travailler en espagnol, en français et en coréen. Et nous serons très ravis de pouvoir incorporer d'autres langues. Nous aimerions aussi, un autre point important, c'est de pouvoir souligner l'importance de la structure qui est en rapport avec l'équipe du Global South. Nous avons aussi une autre équipe qui a pu qui a pu travailler avec nous à partir de l'Afrique et d'autres continents, cet exercice-là. Donc, j'aimerais bien sûr vous dire où nous en sommes aujourd'hui. Et comme Hélène l'a mentionné, nous sommes dans la phase de finalisation des données ou de la collecte de données. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas final, mais il faut attendre février 2022 pour voir toutes les surprises que nous avons préparées pour vous.
Donc, gardez ceci en esprit. Nous savons très bien que nous avons vu des tendances au fil des temps et nous savons qu'il y aura quelque chose, des données solides qui vont nous permettre de comprendre un peu l'intégrité politique et qui vont nous permettre de développer des modules par rapport à ce sujet. Donc, en parallèle, nous développons des outils visuels et des rapports aussi qui vont vous permettre d'avoir tout ce dont vous aurez besoin en février 2022. Le point que j'aimerais mentionner aussi de manière très brève, c'est que c'est par rapport à la structure. Donc, la structure basique du Open Data Barometer qui est divisée sur 4 piliers clés: la gouvernance, la capacité ou la capacité, la disponibilité et l'utilisation ainsi que l'impact au niveau du contexte national. Donc, quand on parle de la gouvernance, on parle de la gestion de données, la protection de données, le partage de la donnée et les données ouvertes et aussi l'implémentation sectorielle. Et quand on parle de la capacité, on parle des fondations, des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Quand on parle de disponibilité, on parle bien sûr, et encore une fois, des datasets, des fichiers de données justement qui mettent en place une intégrité politique et qui travaillent sur l'information et l'intégrité, encore une fois. Donc, je vais passer brièvement ici. Peut-être qu'on peut essayer d'aborder ceci en profondeur tout à l'heure, mais donc, nous avons compris qu'il est important de comprendre les modules de compréhension avec tous ces modules thématiques clés. Donc, et ces modules aussi qui sont dans le cœur et plutôt dans le noyau de la donnée, dans la collecte de données. Donc, nous travaillons avec plusieurs organismes avec nous et nous essayons de faire en sorte à ce que la donnée puisse avoir de la valeur ajoutée dans la phase de collecte. Donc, particulièrement aujourd'hui, nous travaillons avec des modules d'intégrité politique et nous travaillons en partenariat avec l'OGP. Et le sujet qu'on couvre aujourd'hui, c'est que nous essayons de travailler avec la donnée politique, la consultation et la performance IT, ainsi que la responsabilisation de la donnée. Donc, nous pensons aussi à ceci de manière plus large par rapport à ce module et aussi par rapport à d'autres modules qui vont couvrir un ensemble de thématiques, incluant la passation de marchés publics, la political integrity landscape. des ressources, aspects de l'ANTI. Un des points importants que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, avant de finir, c'est que certains points ici qu'on essaye de revoir, qui vont justement nous permettre d'avoir des idées préliminaires et qui sont un ensemble d'indicateurs perçus comme ayant une performance très basse. Donc, on parle principalement de l'interopérabilité des données, de la responsabilisation de l'utilisation des données pays et aussi de la capacité de la consultation aussi publique des données. Donc, je vais finir et clôturer ici pour vous partager avec vous les ressources que nous avons mis en place. N'hésitez pas à visiter notre site web, notre compte Twitter ou LinkedIn. Et bien sûr, juste pour vous dire, nous sommes en train de lancer le tout en février 2022. Je vais m'arrêter ici parce que je serai j'attends avec soif d'écouter mes collègues aussi par rapport à ce sujet. Encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation très utile et très enrichissante des différentes approches et structures de la donnée ouverte et comment ça fonctionne, bien sûr, comme les différentes étapes que vous avez entreprises au début de l'année dernière aussi. Nous allons nous assurer que nous allons partager, bien sûr, tous ces liens ici. Et j'aimerais vous dire que nous avons des panélistes excellents avec nous cet après-midi et
nous pouvons vous dire clairement que nous avons une plateforme pour tous les participants. Et donc, encore une fois, merci à tous. Well, okay, we are now going to move over to the Open Government Partnership team, which has been very involved in this process. I'm sure that they will tell you a little bit. I was just looking at the names of everyone who's Donc, encore une fois, j'aimerais juste vous dire quelque chose brièvement, encore une fois ici, par rapport à l'OGP. Et j'aimerais vous expliquer quelques points très clairement. J'aimerais vous passer un point important avec l'OGP, avec le coordinateur régional de l'OGP. Comment est-ce que le baromètre de données globales a été mis en place avec l'OGP et comment est-ce important, pourquoi est-ce important d'avoir des données avec la situation actuelle de la transparence de l'OGP et dans les pays OGP et particulièrement en termes d'intégrité politique. Donc, si vous pouvez commencer, Joe Foti, je vais vous passer la parole tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour le travail très acharné que vous faites. Et donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui pour tout le monde, c'est que j'aimerais vous parler un peu comment est-ce que l'intégrité politique va être mise en place avec le contexte de l'OGP, les opportunités que nous avons et aussi spécifiquement comment est-ce qu'on peut utiliser ceci et dans quel moment est-ce qu'on peut utiliser ces données et comment est-ce qu'on peut espérer faire part de ceci. Donc, c'est notre 10e anniversaire. C'était en fait notre 10e anniversaire en septembre. Cette année seulement, nous avons mis en place environ 100 plans d'action en 2021, mais il y aura au moins plus de plans d'action, plus de 50 plans d'action en 2022 et ça va être pour l'année 2022, mais ce serait très bien parce que nous aurons beaucoup plus d'informations disponibles l'année prochaine. C'est une opportunité très pratique au niveau domestique avec plus de 4500 engagements avec l'OGP et nous avons essayé de travailler là-dessus. Et nous savons très bien comment est-ce qu'on peut mettre en place un ensemble de chemin et de parcours. Donc, pourquoi ces collaborations ont-ils fonctionné de cette manière-là? Parce qu'il y a 2 ans au Canada, nous avons lancé le premier rapport de l'OGP qui était intitulé Democracy Beyond the Ballot Box. Donc, il y a eu plus de 1000 engagements de la part de l'OGP qui ont été à travers le monde entier. Et par exemple, tout le monde était en train de parler de la problématique de l'espace civique. Ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a eu des critiques par rapport au risque de la généralisation de la part de la société civile et des gouvernements. Donc, les critiques qu'on recevait de la société civile étaient par rapport à pourquoi vous vous focalisez sur la démocratie et qu'est-ce qui va vers les élections, qu'est-ce qui va vers les décisions. Et c'est aussi important, bien sûr, que les institutions. Ça ne peut pas être seulement par rapport à la participation. Nous avons aussi entendu parler du fait que nous nous sommes beaucoup focalisés sur des lois et des réglementations, et ceci est dû à cause de bases de données déjà existantes, des bases de données légales. Et nous avons bien sûr l'information disponible qui est excellente, mais nous avons besoin de bases de données beaucoup plus solides. Donc, ce que nous avons fait était basé sur 2 choses, incluant la donnée ouverte et aussi l'anticorruption. Et ce que nous avions fait, c'est par rapport à l'intégrité démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire de manière plus pratique? Et donc, nous collaborons avec toutes sortes de partenaires qui ne sont pas tous indiqués ici, mais certains sont dans la réunion. C'est de créer un rapport important avec différents modules qui peuvent être utilisés par les sociétés civiles et les gouvernements pour comprendre où en sont les pays et ce qui peut être fait. Et donc, plus de 50 plans d'action
comme je l'ai dit. Et alors, avec le sommet coréen dans quelques semaines et le sommet pour la démocratie, on se focalise de manière stratégique sur ce lien entre les gouvernements et la démocratie et pas simplement sur l'espace civique. Je vais à présent vous montrer ceci. J'espère que ce n'est pas un problème. Ça ne sera pas un problème, mais c'est une donnée politique non révisée. Je peux vous donner une indication de ce à quoi ressemble l'OGP maintenant. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Pourquoi est-ce que ces données sont tellement précieuses pour nous? C'est parce que nous pouvons comprendre ainsi, dans chaque pays au sein de OGP, vous voyez ici, certains n'ont aucune loi, par exemple sur le lobbying. La plupart des pays OGP n'ont pas de loi concernant la divulgation des lobbies. Et vous voyez donc que cela indique un problème de politique. Dans d'autres pays, vous avez un problème de mise en œuvre. Parfois, c'est une question de visibilité et de lien. Parfois, il peut y avoir des pays qui sont leaders, mais qui ne le savent pas. Donc, le fait d'être en mesure de diagnostiquer ces problèmes à un meilleur niveau, c'est ça que l'on cherche à faire. Donc, encore une fois, vous avez un problème de politique autour du lobbying dans un grand nombre de pays OGP. Par contre, avec la divulgation des actifs, la plupart des pays ont ces lois donc officiellement, mais ils n'ont pas les données ouvertes. Donc, on commence à voir des patterns, des schémas. Moi, j'aime bien les rapports parce que, bon, d'abord, c'est mon travail, mais les rapports sont encore plus importants parce qu'ils peuvent influencer les plans d'action et obtenir des politiques concrètes sur le terrain. Donc, voilà, on voit les opportunités. Mais ce que nous voulons de votre part, et je vais avancer rapidement pour en arriver au point de Sandra, c'est que nous allons avoir une série de consultations publiques sur les meilleures pratiques, les normes qui existent. Nous voulons savoir où est-ce qu'il y a de bonnes études de cas que nous pouvons faire remonter et pourquoi est-ce que nous voyons des écarts, des fossés. Donc, d'ici janvier, février, vous allez voir une série de ces consultations publiques où nous voulons avoir des informations qui proviennent de la communauté. Nous voulons synthétiser des engagements bien conçus qui peuvent être mis en œuvre concrètement dans des plans d'action qui amènent des changements dans le monde réel dans les années à venir. Pardon, je vais un peu trop en profondeur. Je veux laisser du temps pour Sandra. Donc, il y a 3 moments dont je pense qu'ils sont particulièrement importants pour nous. Nous aurons le sommet pour la démocratie cette année et ensuite l'année de l'action. Les pays doivent prendre des engagements concrets pour la démocratie, faire un travail sur l'intégrité et nous voulons donc créer ce rapport, travailler avec le baromètre mondial des données, le GDP-B, pardon, et travailler sur le sommet qui va arriver dans les 2 semaines. Et ensuite, vous avez en 2022 la semaine du gouvernement vert. Nous espérons pouvoir profiler une plus grande part de ce travail qui se fait. Ça veut dire que pour vous, dans le public qui organisez ces événements, il est bon que vous organisez des événements à votre niveau dans vos régions. Je vais donc donner la parole à Sandra qui, en fait, réalise des réformes. D'abord, pour le gouvernement de Croatie, elle va partager avec vous quelque chose dont je pense qu'il s'agit d'un cas intéressant qui peut servir d'inspiration pour d'autres pays, parce que nous voulons rester pratiques. Donc, Sandra, je vous passe la parole. Merci, Joe. Je suis d'accord avec vous. Je pense que l'exemple auquel on réfléchit, c'est un bon exemple à montrer, pour montrer exactement comment l'OGP peut coordonner différentes politiques qui ont un impact sur l'intégrité politique. La Croatie a rejoint l'OGP très tôt, en 2011, et grâce avec 3 plans d'action, a travaillé sur des améliorations, ce qui a rendu possible aujourd'hui la possibilité pour les citoyens, les journalistes et les organisations de la société civile, les OSC, d'avoir un impact sur l'intégrité politique. D'abord, un travail a été fait sur l'amélioration de l'accès à l'information avec 90 différentes actions
introduire une approche proactive de transparence, définir les institutions qui doivent publier de manière proactive et la publication aussi de différents registres. Le travail aussi a été fait aussi sur les sécurités de conditions pour la réutilisation des données, etc. Un travail a été fait aussi pour éduquer les fonctionnaires sur la manière d'utiliser ces données et avec aussi l'idée de nommer une personne responsable de cet aspect. Le bureau donc, du gouvernement croatien a engagé les personnes dans un forum multi-partenaire. Ceci, c'est donc, on a créé un site web, Imamo Pravoznati, qui signifie le droit de savoir. Grâce à ce site, les citoyens peuvent soumettre leurs demandes à toute institution publique. Actuellement, plus de 6400 d'entre eux sont inclus dans la plateforme. Et lorsqu'ils reçoivent leur réponse, cette réponse est également publiée sur le site web, ce qui fait que toute autre personne cherchant cette information peut la trouver ici. Ensuite, un travail important a été fait pour améliorer la transparence des élections et des référendums. Ceci a été fait sur plusieurs années avec 3 plans d'action OGP et incluait des travaux sur l'amélioration de la législation et la façon dont les données sur le financement des élections et sur les référendums et les élections générales ont été collectées et publiées. Lorsque le travail a commencé, les données n'étaient pas publiées du tout. À présent que la Commission électorale de l'État publie sur son site web, ce n'est toujours pas parfait. Les informations sont, comme vous le voyez, en PDF pour chaque circonscription électorale pour le candidat ou le parti ou la coalition que vous choisissez d'examiner. Mais le fait même que ces informations soient disponibles a permis à 2 des OSC engagés dans l'OGP en Croatie, qui sont membres de l'OGP, donc du forum multi-parties prenantes. Et donc, ils ont pu travailler avec ces données. Ils ont développé une base de données consultable des contributions et des dépenses déclarées par les candidats et les partis pour chaque élection et complètent cette information avec leur propre analyse des principales tendances et enjeux observés. Par exemple, cette diapositive montre les candidats à la mairie de Zagreb en 2020, la somme globale qu'ils ont reçue en dons et le montant moyen des dons pour chaque candidat. Les bases de données permettent de rechercher, de comparer les donateurs, les dépenses de campagne, les remises sur les médias et les dépenses de campagne des médias sociaux. Par exemple, vous pouvez, sur ce transparent, voir sur cette diapositive, voir tous les donateurs pour l'un des candidats et combien il a dépensé en promotion via la radio. Mais on peut également voir toutes les dépenses d'un candidat, à qui elles ont été payées et pour quels services. Une autre étape a été Mosaic VESA ou mosaïque de connexion, qui est un outil qui permet aux journalistes d'investigation, militants et au public intéressé d'enquêter sur les liens entre les personnes politiquement opposées, y compris les liens avec des personnes morales et d'autres, sur la base des données tirées des registres et des bases de données des institutions publiques. C'est pourquoi il était très important d'avoir ces registres et ces données, que tout ceci soit publié. Plus de 400 000 personnes sont actuellement incluses et plus de 300 000 personnes morales. Cet outil permet une recherche, un filtrage, une visualisation des données. Il montre différentes connexions. Vert égale famille, rouge égale propriété, bleu égale politique, violet égale professionnel. Et tout ceci est devenu possible grâce au fait que les données ont été rendues publiques, grâce aux efforts autour de l'ATI, de la transparence du financement des élections et des référendums, et qu'elles ne cessent d'être améliorées et élargies. Par exemple, en juin de cette année, lorsque nous avons organisé un événement pour discuter de la réforme de la propriété effective dans les pays des Balkans occidentaux, eh bien, au cours de la discussion, le représentant croate des OSC a mentionné qu'ils avaient du mal à accéder aux données du registre de la propriété effective et que les informations seraient pertinentes à ajouter à la mosaïque des connexions, de sorte que le représentant du bureau responsable du registre a immédiatement pris sur lui de les aider à obtenir ces informations. Donc, ce n'est qu'un petit exemple de ce qui peut être réalisé lorsque nous avons accès aux données et comment ces données peuvent être utilisées pour examiner de plus près les politiciens. Il s'agit également d'un bon exemple pour montrer comment les forums multipartisans
partenaires de l'OGP sont une bonne plateforme pour initier ces initiatives, car le gouvernement et les OSC travaillent ensemble, discutent des problèmes, échangent des informations et trouvent de nouvelles façons de publier et d'utiliser ces données publiques. Merci beaucoup, Sandra. C'était très intéressant. Il est très utile de voir un exemple réel d'un pays où l'OGP a été utilisé pour améliorer cette transparence. Je pense que ça montre aussi, simplement en regardant c'est transparent, je ressentais une certaine sympathie pour ma collègue Martha, qui fait toutes les recherches qu'elle fait dans les 27 pays, jusqu'à 100 pays dans le monde, parce que en fait, le fait d'évaluer ceci d'une façon qui puisse être comparatif, la qualité et la quantité d'informations qui peut être là. Et est-ce que les gens les utilisent? Tout ceci n'est pas facile à faire et je sais que cela a requis d'énormes efforts et c'est pourquoi ce projet est tellement important. Merci aussi, Joe, de vos perspectives du point de vue de l'OGP et pour votre étude de cas. Je pense que tout ceci donne vie à ce travail. Alors, les résultats, bien sûr, sont préliminaires, mais déjà, nos appétits sont aiguisés pour la suite. Et je pense que c'est vrai pour un grand nombre d'entre nous, de savoir où nous en sommes quant à ces registres, qui fait quoi. Comme vous l'avez dit, même les pays qui travaillent bien parfois ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est très important. Mesdames et messieurs, nous sommes un tout petit peu en retard, mais j'espère que vous pourrez tolérer quelques minutes de dépassement, que cela ne vous arrête pas de mettre vos questions dans le chat et de poser des questions. C'est très important. C'est une formidable opportunité de poser des questions à nos experts sur cette très importante initiative. Maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à notre dernier intervenant, Jorge Valladares, expert sur la recherche politique, sur l'intégrité politique au secrétariat de transparence internationale, qui a été très engagé dans la définition de ces indicateurs d'intégrité politique. Donc, nous nous réjouissons d'entendre votre perspective. Merci, Jorge. Merci beaucoup et bonjour à tous les participants ici, participants à cette conversation. Je promets de me centrer vraiment sur la question et j'aimerais reprendre ce qui a été dit et le mettre en perspective. Personnellement, non seulement je travaille actuellement chez Transparence Internationale, donc Transparency International, je me préoccupe de la manière dont les gouvernements peuvent divulguer une plus grande partie d'informations pour détecter les failles dans l'intégrité politique dans chaque pays du monde. Mais dans le passé, j'ai également travaillé avec les autorités des élections et d'autres pour initier des projets de divulgation. Je me trouve maintenant de l'autre côté, où j'essaie d'utiliser de l'information et des éléments de preuve pour persuader les gouvernements nationaux de rendre disponibles des informations au public. Donc, je pense qu'avec les données que nous avons à présent et que nous aurons en février 2022, ceci va nous aider tous les deux, pas simplement les militants de la société civile, comme moi-même, qui disent au gouvernement, ouvrez les données par défaut, qu'elles soient accessibles, utilisables, compatibles, etc., reproductibles, etc. Mais que les gens comprennent aussi de l'autre côté qu'il y a effectivement, lorsqu'on parle d'intégrité politique, il y a très peu d'incitation à cet effet. Donc, il s'agit de quoi on parle maintenant, c'est de l'autorégulation. Ce sont des politiciens qui établissent des règles pour eux-mêmes, qui vont contraindre l'opacité dans laquelle ils fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas comme des achats où le
le poids de la chose est placé sur d'autres épaules. Mais également, ces mêmes politiciens ou ces mêmes personnes officielles donc, ont l'obligation de se conformer à leurs propres règles. Donc, il y a aussi la question du reporting. Nous, avec la grande valeur de cette donnée, c'est qu'elle peut nous aider à formuler des questions pour comprendre, essayer de nous adresser d'aborder donc ces incitations qui augmentent la responsabilité, améliorent la responsabilité justement de rendre publiques ces informations. Rendre disponibles ces informations. Alors, pour les personnes qui cherchent à comprendre le moteur derrière les données ouvertes, on étude des recherches, des études qui ont été réalisées, en général provenant d'organisations de technologie, bien sûr, de politiques législatives, l'environnement dans lequel fonctionnent ces agences avec leurs responsabilités donc au niveau des données. Mais il y a aussi un grand nombre de ces choses ont des implications pratiques et j'aime beaucoup ce que Sandra a présenté parce que, comme je l'ai dit, j'ai été moi-même dans des situations où j'ai essayé de soutenir, d'appuyer les agences en vue d'une divulgation. Donc, je vais mettre en perspective ce que je vais dire à présent. Par exemple, avant, je travaillais à Myanmar pour aider l'organisation des élections à organiser les premières élections multipartites en 2015, multiparties. Alors, le financement politique était l'un des premiers. C'était la première élection. Malheureusement, le Myanmar est en train de subir un gouvernement militaire actuellement. Mais il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'espoir et il y avait une ouverture intéressante. Mais c'était une élection réalisée avec des militaires, des règles militaires. Et il y avait aussi des dispositions concernant la finance. Donc, il y avait des formulaires extrêmement complexes que les politiciens devaient remplir sous peine d'amendes extrêmement élevées. Donc, lorsque nous sommes allés servir ce processus pour remplir ces formulaires, trouver des idées, nous nous sommes rendus compte qu'un nombre de candidats qui venaient au bureau de la commission des élections et faisaient un copier-coller. Ils regardaient en gros le formulaire des autres candidats et copiaient exactement ce qu'eux mettaient et faisaient un grand nombre de copies avec une information qui avait été inventée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de processus de vérification en place, les formulaires étaient extrêmement compliqués, seuls quelques candidats avaient les aspects officiels. Donc, ayant ceci en tête, nous voulions utiliser ces données pour comprendre quels aspects de la politique ou des lois, de la législation pouvaient avoir un effet sur la conformité. Pas simplement du côté de ceux qui sont chargés de donner cette information avec la divulgation des actifs, etc., mais aussi du côté des agences qui organisaient tout ça. Donc, on regardait les différentes utilisations potentielles. Et là, je vous parle à vous qui peut-être auraient besoin d'utiliser ces données pour développer des plans d'action nationaux, mais également pour améliorer la performance des agences. Essentiellement, regardez quels aspects spécifiques de la gouvernance de ces données ouvertes pouvaient avoir un effet. Donc, je veux simplement vous montrer très rapidement. Je devrais souligner que les données auxquelles nous avions accès sont très préliminaires. Elles sont encore en cours de révision, donc il ne faut pas les prendre telles quelles. Mais on regarde les aspects potentiels. Est-ce que la simplicité des règles crée une différence? Est-ce que le fait que nous avons une agence mandatée, habilitée pour examiner cet effet, est-ce que les processus de vérification ont un effet sur ces données, sur la fiabilité des données? Alors, je vais très vite maintenant aussi parce que je n'ai que 4, il ne me reste que 4 secondes. Alors, regardons rapidement. Donc, tout d'abord, alors, la question c'est, est-ce que plus les règles sont simples, plus les données sont disponibles? Point d'interrogation. Alors, l'idée c'est donc de regarder les lois et leur simplicité crée une différence. Alors, on peut voir très clairement que oui,
ceci peut avoir un impact. Nous devons encore mieux comprendre comment, combien de fois ceci a été fait, etc. Mais en tout cas, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Deuxièmement, avec l'habilitation des agences. Ceci a un effet? Oui, sans discuter. Mais encore une fois, il faut est-ce qu'il faut que ceci soit accompagné de solutions techniques, de pouvoir, d'argent? Et c'est un exercice que j'ai fait aussi bien pour le financement politique et tout ce qui est divulgation d'actifs. Et bon, j'utilise un tableau pivot d'Excel pour ceci. Il n'y a rien de particulièrement compliqué ici. C'est simplement l'idée de poser certaines questions, commencer à nous poser ces questions. Et ceci est peut-être plus difficile à comprendre, à savoir les processus de vérification en place. Est-ce qu'ils améliorent la conformité institutionnelle? Il faut se demander si les devoirs de vérification correspondent à l'agence et à son devoir de conformité. Puis, il y a la question des identités ce que montrait Sandra, et ceci est également important pour nous, devons nous connecter pour identifier les risques de corruption potentielle. Et ceci peut avoir un effet, le niveau de détail de l'identification, si vous avez une information financière qui est publiée, le niveau de transparence et de données ouvertes est très élevé, mais lorsque vous devez identifier des identités précises, ceci peut créer des problèmes. Mais encore une fois, tout ceci est simplement préliminaire. Il y a énormément de variables intermédiaires qui peuvent aussi jouer un rôle que nous nous n'avons pas encore regardé. J'aimerais vous proposer, en tout cas, ces 4 questions que nous pouvons poser en examinant nos données. Et j'espère que ces données sont très brutes au stade actuel. Nous n'avons pas encore fait de suivi systématique. Enfin, voilà le type d'utilisation que vous pourriez en faire, les questions qu'on pourrait poser sur l'utilisation. Merci beaucoup. Merci, Jorge. Très intéressant et ça nous fait vraiment réfléchir sur la manière dont nous pouvons analyser ces données. Et vous avez simulé une question de la part de Sandra Romero des États-Unis, parce que vous avez utilisé le mot de nudge, donc de pousser un petit peu. Il y a aussi un peu la psychologie de comment arriver à des changements dans le comportement. Il y a peut-être une question qu'on peut poser à Jorge ou à toute personne, à vous tous, parce que ce n'est pas une question facile. S'il y a des recommandations sur la manière d'aborder une adhésion émotionnelle et un sens de la sécurité. Par la sécurité, j'imagine que vous voulez dire que les politiciens se sentent à l'aise et se sentent en sécurité avec une bonne gouvernance et la participation. Je crois que c'est l'un des défis auxquels nous avons à faire face dans tout notre travail de transparence et aussi dans notre partenariat de gouvernement ouvert. Je ne sais pas si nos analystes souhaitent répondre à cette idée de comment passer des données et des éléments de preuve à un réel changement. Est-ce que c'est plus une question d'éléments de preuve ou une réaction émotionnelle à ces choses? Vous avez des idées là-dessus? Allez-y, Jorge. Non, allez-y. Je suis ravie que vous preniez la question. Personne ne vous dira que je suis expert dans ce domaine, mais je dirais que l'objectif pour le GP et ce qui pourrait nous aider, c'est que les gens arrivent à dire « est-ce que je suis normal ?» Si vous ne l'êtes pas et tous les autres font mieux que vous, c'est là que l'apprentissage grâce aux autres pays peut servir. Par exemple, l'exemple de la Croatie, ce qui peut être appris grâce à eux, trouver d'autres utilisateurs, d'autres pays qui font cela. Ceci modifie l'équation un tout petit peu. Et notre espoir, c'est ça, c'est que les pays qui, en fait, ne savent pas qu'ils sont leaders à certains égards, de les faire ressortir
pour que quelque chose qui était politiquement difficile devienne un atout pour eux plutôt qu'une menace. Un point négatif. On espère que les données peuvent nous amener à ça, parce que pour l'instant, nous fonctionnons dans l'obscurité. Je pense qu'il y a un grand nombre de pays, même de l'OCDE, qui ne se comparent pas. Absolument, j'allais mentionner le fait que l'OCDE a commencé à collecter des données sur la transparence et l'UNESCO, qui est chargé des indicateurs au niveau des objectifs de développement durable, essaye de collecter des données sur l'accès aux données sur les lois et leur mise en œuvre, etc. Mais c'est un exercice difficile et nous n'avons pas encore forcément les données dont nous avons besoin. Mais le fait de convaincre les gens qui sont normaux que toutes les autres personnes font la même chose, je pense que c'est une bonne chose. Un petit peu faire honte aux gens, en quelque sorte. Et je dirais une autre incitation, je ne suis pas sûre que ce soit d'ordre émotionnel exactement, mais une autre incitation, et je pense que ça se passe dans les discussions que nous avons avec les États. Cette semaine, par exemple, j'ai parlé avec des personnes de l'Union européenne, c'est le fait que pratiquer la transparence est en alignement avec leurs propres objectifs. Ce n'est pas simplement un buzz, ce n'est pas un obstacle par rapport à l'efficacité, etc. Non, ça va vous rendre encore plus efficace, ça va vous aider à réaliser vos objectifs et peut-être aussi c'est quelque chose qui va faire que le public va vous soutenir, vous donner plus de soutien. Et je pense que c'est quelque chose à quoi les politiciens réfléchissent également. Il y a peut-être quelques incitations. Nous avons entendu ici que nous sommes passés de l'idée de, bon, on sort toutes les données, comme il y a 10 ans, quand on a commencé donc l'OGP. Maintenant, l'idée, c'est publier avec un objectif, avec une mission, à savoir qu'est-ce qui est publié. Nous sommes tous d'accord, il faut une intégrité politique. Eh bien, tout d'abord, savoir où nous nous trouvons et savoir ce que nous pouvons faire est extrêmement utile. J'aimerais, alors peut-être, Sandra, Silvana, Jorge, vous voulez commenter peut-être Silvana, oui. Oui, donc je parlais avec vous sur l'idée de regarder d'autres pays et d'autres personnes qui font les mêmes choses et le fait d'apprendre grâce à eux. Une chose que je voulais souligner, c'était qu'il y a différents contextes et le contexte est important, surtout quand on parle d'infrastructures de données, des ressources dont ils ont besoin pour faire certaines choses. Donc l'idée, du moins pour le rapport, c'est de mettre en avant certains rapports qu'il faut regarder selon le contexte. Ce n'est pas la même chose. Certains pays ont énormément de ressources et un historique de travail avec les données plus que d'autres pays. Donc, nous voulons être justes, équitables. Ce n'est pas simplement de mettre un rang, vous êtes en position 1, 2 ou 100. Bon, si on réfléchit aux choses que vous pouvez faire avec les ressources que vous avez et on regarde un grand nombre de pays qui font mieux sur certains sujets et il est possible d'apprendre grâce à eux, même si vous n'êtes pas dans la meilleure situation. Il y a des choses que vous pouvez faire. Je réfléchissais à ça lorsque nous discutions de ces points. Donc, pas simplement d'ailleurs pour ce sujet-là, ça peut concerner d'autres sujets, mais il est important de tenir compte du contexte qui entoure des différents pays. Oui, c'est un point très important. Les gens se trouvent à différentes étapes. Nous avons également, dans le chat, nous avons la question-réponse. Une question a reçu sa réponse, donc, sur le lien à la semaine donc, de l'OGP et l'événement dans le monde entier. Une autre question sur qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que ça signifie d'être normal. Je crois que Sylvana, vous avez un peu répondu à ça en disant, eh bien, il n'y a peut-être pas une norme qui correspond à tout le monde, mais ça donne une idée de la gamme, de l'éventail dans lequel on se situe. Jorge, vous voulez commenter sur ces points qui ont été soulevés? Et Sandra, si vous avez quelque chose à dire à ce propos? Jorge, oui, j'apprécie la question. Elle me fait réfléchir parce que je pense qu'en même temps que nous évaluons le progrès,
Nous devrions aussi souligner et mettre un projecteur sur les exemples, de mise à disposition des données et aussi qui montrent un certain progrès. Je dirais donc que en faisant ceci, de notre côté, du côté de la société, il est important non seulement de montrer les écarts, mais montrer aussi d'où viennent tel et tel gouvernement. Pas simplement la distance avant le point d'arrivée, mais oui, je pense que dans les nouvelles démocraties ou les pays qui traversent des défis en matière d'infrastructure de données, reporting, les capacités institutionnelles, etc. Oui, merci beaucoup, Jorge. Et ceci soulève un point particulièrement important, à savoir le baromètre mondial des données. Eh bien, il ne s'agit pas de quelque chose qui se fait en une fois. Et ça se déploie dans le temps. Merci à nos financeurs. Nous avons vraiment besoin de vous. Mais effectivement, les données doivent être suivies sur le temps. Nous avons vu en 10 ans du travail d'OGP l'importance de tout cela. Avec le Centre de l'apprentissage de démocratie, on a déjà regardé les lois de l'accès à l'information. Et on voit comment ces lois changent avec le temps. Et ça, c'est très important. Donc, nous espérons énormément que cette initiative du baromètre mondial des données continue dans l'avenir. Sandra, vous avez une réflexion là-dessus? C'est une question difficile, c'est sûr. Et comme Joe l'a mentionné, j'ai travaillé auparavant pour l'État et avant, j'ai travaillé au niveau de la société civile pour essayer de faire avancer un certain nombre de ces réformes. Et honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai une réponse complète à cela, mais l'une des choses que j'ai trouvées qui fonctionne, et cela a été mentionné, c'est une sorte de notation où les gens aiment bien savoir où ils se situent par rapport aux autres, comment ils se comparent. Et parfois, ça les stimule s'ils voient que certains de leurs pairs font quelque chose et que ça fonctionne bien pour eux. C'est aussi une question de voir un petit peu un avantage, la confiance des citoyens ou une amélioration qui l'accompagne, qui fonctionne. À mon avis personnel, je pense que le modèle que nous avons à l'OGP est un modèle qui fonctionne bien parce que nous assurons un suivi du progrès des pays. Un peu comme en yoga, vous avez votre propre chemin pour avancer, mais vous voyez également ce que font les autres et quelques autres réformes peuvent également vous motiver pour ajouter de nouvelles réformes ou de nouvelles initiatives. Donc, effectivement, non, ce n'est pas une réponse très claire ni très concrète, mais c'est mon opinion. Eh bien, merci Sandra. J'adore l'analogie avec le yoga. Nous ne sommes pas en train de chercher la médaille d'or des Olympiques. On essaie simplement, progressivement, de nous améliorer avec le temps. Selon aussi nos points de départ qui sont différents pour les différents pays, je dirais également, parce que nous sommes tout à fait des représentants aujourd'hui de la société civile, le travail étroit avec les fonctionnaires. Et Sandra, vous avez été du côté des fonctionnaires auparavant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il faut travailler de manière collaborative et en déployant les résultats donc du baromètre mondial des données. L'idée, c'est de travailler tout à fait la main dans la main avec les fonctionnaires, avec les gouvernements qui sont membres de l'OGP, mais aussi avec un grand nombre important d'autres pays, une centaine de pays que nous suivons. Nous allons être obligés de nous arrêter là, j'ai bien peur. Joe, vous vouliez simplement dire quelques paroles de clôture. C'est la fin de la semaine. Je vous passe donc la parole dans une seconde, simplement pour dire que c'est notre premier événement public
sur le baromètre mondial de données. On essaie de le promouvoir, mais comme vous l'avez entendu maintenant, février 2022, c'est le moment où les choses deviennent vraiment passionnantes parce que nous aurons toutes ces données, on va commencer à déployer tout cela, mais pas seulement en février, ça va continuer durant toute l'année en utilisant des événements comme la semaine du gouvernement ouvert pour promouvoir les résultats, engager des conversations extrêmement larges avec les différentes parties prenantes et les parties intéressées pour nous assurer que ces données sont utiles pour nous aider à comprendre où nous en sommes actuellement et comment avancer pas à pas comme nous le faisons dans le yoga. Parfait, merci beaucoup Jorge, Silvana, Sandra, gracias et je vous passe la parole. Merci beaucoup Hélène, merci à tous. Je vais simplement clôturer en disant merci à tous d'avoir assisté à l'Académie OGP 2021. La conversation ne doit pas forcément s'arrêter là, je vais simplement souligner quelque chose qu'on a apprises, remercier quelques personnes. Nous avons entendu des idées, le ministre André Tang, qui a parlé des approches de transparence radicale, de l'Internet des objets, qui devrait être l'Internet des êtres. Et nous avons entendu différents points sur le gouvernement vers l'accès à la justice, l'égalité, ouverture fiscale, pourquoi les États adoptent des mécanismes de recours ou de réparation des griefs. Nous avons entendu parler de genre, d'attitudes misogynes, notamment dans la génération Z en Corée. Il y a aussi les achats au niveau des gouvernements, le Brésil avec l'ombudsman participatoire. C'est simplement un début. Je voulais m'assurer que toutes les personnes, que vous puissiez utiliser tout le travail qui a été fait ici et continuer de bâtir sur les études de cas et d'éléments de preuve. Nous voulons transformer ce travail en publication pour l'année dernière. Vous allez trouver donc un guide des sceptiques pour le gouvernement ouvert, quelque chose qui est utile pour les militants, pour les différentes personnes qui travaillent là-dessus. Allez voir sur la plateforme. Toutes ces séances se trouvent sur YouTube. Vous pouvez prendre des notes détaillées. Et enfin, un grand remerciement à tous nos partenaires, écoles de politique publique, de management, centres de recherche, Open, donc toute la liste de nos partenaires Transparence internationale, budget ouvert, etc. Je suis sûre d'en oublier. Également, grand merci à Paulina et Nella, nos collègues, et autres qui ont fait un énorme travail, ainsi qu'à Simone Park qui a aidé à organiser ceci. Grand merci à tous. On vous verra dans quelques semaines. Merci beaucoup, Joe. Il faut également remercier les interprètes. Oui, merci à tous les interprètes. Trop nombreux pour qu'on les nomme. Merci à tous.